Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Et donc, je vais vous présenter rapidement le programme. Donc, pour cet atelier sur les nouvelles techniques de diagnostic, on a voulu être un petit peu, sortir un petit peu des sentiers battus et d'aller présenter donc des nouvelles techniques de diag, aussi bien sur des maladies psychologiques, on va dire, psychiatriques, mais également l'utilisation de l'IRM et également l'utilisation de la spectrométrie de masse dans le cancer. Donc, vous verrez. Donc, nous allons commencer tout de suite par la présentation de Romain Viard, à qui je vais donner la main tout de suite. Voilà. Alors, attendez. Attendez, j'ai un petit souci. Ah! Voilà, Monsieur Viard, c'est à vous. Voilà, vous devez normalement voir mon écran, c'est bon? Oui, c'est parfait. Parfait. Une seconde. Donc, bonjour à tous. Je vais donc commencer par me présenter, Romain Viard. Je suis ingénieur de recherche au CHRU de Lille, et plus exactement dans le service de neuroradiologie du professeur Jean-Pierre Prévost. Au sein de ce service, je suis dans l'équipe du CI2C de Renaud Lopez. Donc, le CI2C, c'est juste l'acronyme anglais pour la plateforme d'imagerie du vivant et fonction. Nous avons une double affiliation, la première étant l'unité mixte de service, l'UMS, des plateformes lilloises en biologie et santé, pour la partie de notre activité en fait, qui correspond à une forme de prestation de service. En fait. La deuxième affiliation, c'est l'UMR U1172, qui est une unité mixte de recherche, Lille Neurosciences et Cognition, pour notre activité en recherche méthodologique et clinique. L'UMR a été créée l'année dernière pour regrouper sous l'égide de Luc Buet toutes les équipes travaillant en neurosciences. L'UMS, donc PLBS pour plateforme lilloise de biologie en santé et santé, existe depuis 2006 sous la direction de Sophie Cresta. C'était pour regrouper les différentes plateformes dans l'idée de mutualiser les moyens mis à disposition des chercheurs afin d'optimiser et d'homogénéiser l'offre de services. Elle est répartie sur 3 sites géographiquement distincts, que sont la cité scientifique en vert ici. On y retrouve l'imagerie cellulaire, par exemple, Bicelle. Le campus Pasteur en bleu ici, avec les plateformes de génomique et de protéomique, ainsi que le campus hospitalo-universitaire en orange. Juste pour signaler que les animaleries et puis la bioinformatique est répartie sur les 3 sites. Donc nous sommes situés la plateforme d'imagerie du vivant et fonction est située sur la cité hospitalière dans 2 bâtiments distincts. Le premier étant le bâtiment Hurier, donc proche du métro Centre Oscar-Lambray. Ça, c'est pour tout ce qui est la partie exploration animale. Tandis que l'exploration humaine est directement située dans les services cliniques de l'hôpital Roger-Salengro, à côté du nouvel institut Cœur-Poumon, et on retrouve ici le métro Eurasanté. Donc les 2 plateaux, préclinique et clinique, sont séparés géographiquement d'à peine 500 mètres. D'un point de vue organisationnel, nous sommes structurés en 3 groupes. Donc il y a un plateau, premier plateau préclinique du modèle animal, avec une IRM Bachan. Là, on a l'IRM, la micro-IRM, une TAP-CT et différents labyrinthes et touchscreen pour l'exploration fonctionnelle des rongeurs. Bien sûr, il y a une équipe de techniciens et d'ingénieurs qui assure le bon fonctionnement de tout ça. Ça, c'est pour le plateau, donc Salengro, sur le plateau imagerie humaine, clinique. Le plateau est composé d'une TEP et d'une IRM 3 Tesla 100% dédiée à la recherche, en fait. Donc, c'est surtout
de cette IRM-là qu'on va parler aujourd'hui. Elle est installée au sein même du service de neuroradiologie et cette machine a été renouvelée cette année pour bénéficier des dernières avancées technologiques. Elle fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 18h avec une équipe de radiologues et de manipulateurs et des attachés de recherche clinique et un secrétariat dédié. La troisième un peu partie de notre organisation, c'est le data processing, le post-traitement des données acquises. Donc pour ça, on a une équipe commune composée de 4 ingénieurs à temps plein permanent et d'étudiants en thèse ou en master. Eux sont situés à Salengro, dans un open space dédié au post-traitement avec un cluster de calcul et de calcul CPU et GPU disponibles pour leur traitement. Nous avons également 2 manipulateurs, donc les manipulateurs radio qui sont dédiés à la machine et au protocole fait, des radiologues et des attachés de recherche clinique. Julien Dumont qui s'occupe plus sur la partie mise en place des protocoles et Sabine Dess sur la partie financement et réglementation. Donc, avec des acquisitions et des traitements harmonisés entre les 2 plateaux, rongeurs et humains, notre plateforme offre un cadre unique pour les études dites translationnelles, avec des allers-retours permanents du modèle animal à la clinique. Notre activité en recherche méthodologique et clinique avec l'UMR enrichit notre activité de prestation de services dans le cadre de protocoles cliniques, et cela est vrai aussi au sens inverse. À raison d'une 50aine d'examens semaines sur la machine IRM3 Tesla dédiée à la recherche, cela représente grosso modo 2500 examens réalisés par an. Cela sur plus d'une centaine d'études ouvertes en simultané. Ces études se divisent en 3 grands axes, les essais thérapeutiques, la constitution de cohortes et les protocoles académiques. Les grands domaines sont la neuroinflammation, la neuro-oncologie, le neurodégénératif ainsi que la psychiatrie. Le diagramme permet de visualiser plus finement la répartition par spécialité et chaque protocole peut réserver des créneaux d'1 heure permettant une exploration IRM à la fois de qualité et approfondie avec les nombreuses séquences et contrastes disponibles. Face à ce large éventail d'examens, nous avons un arsenal de méthodes qui peuvent être combinées entre elles pour une même étude, parfois dirigée par une hypothèse clinique forte, dite méthode top-down, et parfois plus exploratoire sur cerveau entier, avec des méthodes dites bottom-up ou data-driven. Par exemple, l'imagerie morphologique va permettre de proposer une étude, l'imagerie anatomique va permettre de proposer une étude morphologique avec une approche volumique ou surfacique et sur l'épaisseur corticale, par exemple, ou des analyses de texture ou de forme sur les structures sous-corticales. L'imagerie quantitative permettra une analyse de la perfusion cérébrale, de la prise de contraste ou de la quantité de fer, comme ici, dans le cerveau. Les séquences d'EPI ou de DTI permettent des analyses en réseau par l'étude de la connectivité fonctionnelle et structurelle. La tendance actuelle nous amène à utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle et le machine learning dans nos travaux. Certains post-traitements sont disponibles clés en main, d'autres nécessitent un développement réalisé, soit par l'équipe d'ingénieurs, soit par des masters, soit par les thésards ou des chercheurs hospitalo-universitaires. Les études neurovasculaires sont très présentes, bien sûr, sur la plateforme. L'IRM, en général, a amélioré la prise en charge des patients AVC. Donc, voici plusieurs travaux de notre équipe parus cette année concernant les conséquences post-AVC. Au niveau des troubles de la négligence spatiale, soit au niveau de troubles, donc la négligence spatiale ici, soit au niveau d'autres troubles cognitifs comme le langage, la mémoire, l'attention. Ces troubles ont une prévalence de 1 sur 4 à 3 ans. Nous nous attardons comme premier exemple en fait sur la cohorte Strockder, qui a été la première cohorte en Europe de suivi longitudinal sur plus de 200 patients.
après leurs premiers événements ischémiques. Donc, après le premier événement ischémique, les patients ont bénéficié d'une imagerie et de tests neuropsychologiques et sanguins à 72 heures, à 6 mois après l'accident, 36 mois et à 60 mois. Donc, cette étude, à partir de cette cohorte, en fait, 2 études ont permis d'identifier des marqueurs IRM des troubles cognitifs 6 mois après l'AVC. La première étude translationnelle, en utilisant l'analyse de forme des hippocampes, a démontré les différences locales entre les groupes avec ou sans troubles cognitifs. La seconde étude a mis en évidence un réseau fonctionnel altéré dans les patients avec des troubles cognitifs. Ce réseau est extrait de l'IRM fonctionnel de repos à 6 mois et est composé de 160 sous-régions montrant de nombreuses disconnexions fonctionnelles entre les gyrus frontaux et les gyrus temporaux. La suite de l'étude est encore plus intéressante parce qu'on a demandé en fait à l'algorithme de machine learning de prédire les sous-groupes des troubles cognitifs développés à 3 ans. Donc toujours à partir de l'IRM 6 mois et avec le réseau précédemment extrait. Les résultats sont tout à fait convaincants. Ils ont été acceptés pour publication dans la revue Neurologie, apparaître incessamment sous peu. Les troubles les mieux prédits sont les troubles, excusez-moi, voilà. Donc les troubles les mieux prédits sont les fonctions attentionnelles et exécutives, ainsi que les fonctions visio-perceptives. Ceci pourra conduire, comme nous l'espérons, à une prise en charge plus individualisée et proactive. Donc on va changer de domaine. Après les AVC, on va maladie de Parkinson. Donc le service de neurologie sont également un grand centre recruteur pour la maladie de Parkinson. Là encore, plusieurs études en cours. Donc FAIRPARK, qui est un projet européen qui s'intéresse particulièrement au FER, F-E-R. Prédistime est une étude nationale longitudinale portant sur une sous-population de patients candidats à la stimulation profonde. Prodigy et TEPFOG sont des études qui concernent les troubles axiaux, c'est-à-dire la parole, comme la dysarthrie et la dysprosonie, ainsi que les troubles de l'équilibre de la marche. Et au contraire, FLASH-PHENOPARK, sur un versant neuropsychologique, étudie les différents profils cognitifs et les troubles du comportement sur 144 patients recrutés à la fois à Lille et à Maastricht. 2 profils se distinguent, les striatofrontaux et les corticaux postérieurs. Ces derniers ont une plus forte tendance à convertir leurs troubles cognitifs en démence. Afin de mieux comprendre les substrats anatomopathologiques, nous avons étudié les faisceaux de la matière blanche, se focalisant sur les faisceaux associatifs, c'est-à-dire ceux reliant les aires d'un même hémisphère, ces faisceaux étant très impliqués dans les fonctions cognitives supérieures. La méthode utilisée s'appelle la tractométrie. C'est une technique assez récente qui permet, à partir de l'image en tenseur de diffusion, DTI, de recalculer les fibres de la matière blanche, d'une part, pour en extraire virtuellement les principaux faisceaux, par exemple le corps calleux ou le faisceau arqué. On peut ici superposer après une imagerie quantitative de la qualité des faisceaux. On est capable de faire une analyse ainsi du faisceau, une analyse par profil le long du faisceau. Donc, dans notre cas, nous avons généré l'écart paramétrique dite de fraction un indice qui s'appelle la fraction d'anisotropie et un autre indice qui s'appelle la diffusivité moyenne, qui sont indirectement des mesures de la qualité de la fibre. On a ensuite fait une étude du profil de ces indices le long du faisceau striatofrontal. On a pu distinguer ici une différence significative entre les groupes avec des profils cortico-postérieurs en jaune et en gris par rapport aux groupes avec des bleus et oranges qui n'avaient pas de troubles cortico-postérieurs. Donc on va changer. Donc ça c'était pour un exemple pour la maladie de Parkinson. On a également d'importantes cohortes pour l'Alzheimer sur notre IRM3 Tesla. Donc les différents protocoles sont Memento, Comage et Balthazar, qui permettent de recueillir des données épidémiologiques, neurologiques et neuropsychologiques.
Dans ce cadre, nous avons particulièrement travaillé sur l'imagerie dite quantitative, c'est-à-dire sur la tête, pour le premier article. Sur l'ASL, le deuxième article. Donc l'ASL, c'est une sorte de perfusion. La tête, c'est la médecine nucléaire, et l'ASL, c'est une sorte de perfusion sans produit de contraste. Nous avons également en cours des travaux sur le R de l'étoile et le QSM, qui est une imagerie du fer. Vous avez des exemples ici. Pour la souris, pour le modèle murin, sur l'humain. Donc, grâce à la tête, dans le premier article, Mathieu Vanout a étudié les profils d'évolution des démences. L'atteinte initialement très postérieure progresse d'abord temporalement pour revenir finalement sur une partie frontale antérieure. Mais l'IRM reste cependant trop peu sensible pour détecter prématurément à l'échelle individuelle, mais va permettre d'améliorer la spécificité du diagnostic des formes typiques aux formes atypiques. Les formes atypiques sont les atteintes sans atteinte mnésique. Ce sont donc les atteintes, les formes atypiques sont plus fréquentes chez les Alzheimer jeunes par rapport aux Alzheimer détectés plus tard. Et dans cette étude, nous avons donc comparé l'ASL sur la perfusion entre des Alzheimer jeunes et des Alzheimer détectés tardivement. Les formes graves, donc early onset, les formes atypiques sont moins fréquentes mais beaucoup plus agressives. La prochaine soutenance de thèse de l'équipe concernera l'imagerie du fer comme marqueur précoce chez les Alzheimer jeunes, avec une utilisation de modèles précliniques et cliniques. Donc, ça sera la soutenance de thèse de Grégory Kuchinski en janvier prochain. Donc, pour conclure cet inventaire, parce que les thésards représentent bien entendu l'avenir, on va voir les travaux des deux plus jeunes doctorants, Morgan Gautreau et en thèse CIFRE avec General Electric. Il a une belle expérience en data science et en machine learning. À partir de recueils de données publiques, il a constitué une base géante de plusieurs milliers d'images IRM et de personnes saines, afin d'entraîner son algorithme à prédire l'âge. Donc, à partir des images IRM qu'il a recueillies, il avait l'âge, donc son algorithme a appris. Une fois l'apprentissage fini, il a appliqué son réseau de neurones à des images de cerveau pathologiques. Et, excusez-moi. Et en fait, il a fait mentir un peu le dicton qu'on a l'âge de ses artères en disant qu'en fait, on peut avoir également l'âge de son cerveau. Parce qu'en effet, il a été prouvé que certaines maladies neurodégénératives entraînent un vieillissement prématuré du cerveau, créant ainsi un delta plus ou moins important entre l'âge prédit et l'âge chronologique. Donc là, c'est l'âge prédit qui peut être plus important que l'âge chronologique. Donc ça, c'est essentiellement vrai dans les maladies neurodégénératives. Donc par exemple, en appliquant son algorithme sur la cohorte précédente, dommage, donc avec les Alzheimer jeunes, on a observé clairement que les patients avec une forme atypique, ici la courbe en bleu, c'est ceux qui ont des atteintes non mnésiques, mais du coup avec des atteintes plus virulentes. Le décalage est significativement plus important avec les patients qui ont une forme typique. Cela est vrai à l'échelle du groupe, bien sûr, mais la méthode n'est pas assez sensible pour l'échelle individuelle. On peut remarquer ici que le développement méthodologique qui a précédé la question clinique, alors que dans les exemples précédents, c'était souvent l'inverse. Dans notre approche, la clinique et la méthodologie se questionnent et se répondent réciproquement. Pour bien comprendre la suite, il est important de garder en tête que les algorithmes actuels de deep learning sont très gourmands en termes de nombre de cas vus dans la base d'apprentissage. Donc le deuxième thésard, le dernier arrivé, c'est Vincent Roca qui nous a rejoint en fait au tout début du mois pour commencer sa thèse. C'est une thèse CIFRE avec Philips. Vincent avait déjà travaillé avec nous en master. Il travaille, lui, sur un sujet très original et sur ces nouvelles architectures de réseaux de neurones dites GAN, pour réseaux antagonistes génératifs. Ces nouvelles architectures sont très intéressantes car spécialisées pour la génération d'images à partir d'un très grand nombre d'exemples en fait. Donc il va apprendre avec un très grand nombre d'exemples et va pouvoir créer des images. C'est ce type d'architecture qui a été utilisé pour créer des tableaux d'art à la manière des grands peintres. Il y a 2 ans, c'est le portrait d'Edmond Bellamy là, que vous avez présent sur la slide,
qui a été vendu à près de 400 000 €. La première application que Vincent va essayer de mettre en place avec son GAN, ça va être d'harmoniser les images IRM. Car malgré l'harmonisation des séquences en amont, les images sont encore très différentes d'un constructeur à l'autre et d'un centre à l'autre. Ce qui est un frein considérable pour les algorithmes d'apprentissage qui auront du mal à généraliser leurs prédictions des nouveaux centres. Donc, et c'est en partie de ce constat qu'est né le projet régional Ariane, destiné à la recherche en imagerie avancée, en neurosciences et en santé mentale. Ce projet est mené à bout de bras par le professeur Jean-Pierre Pruvot, et il a déjà convaincu toutes nos tutelles de l'intérêt et de d'abord créer un maillage de toutes les IRM 3 Tesla de la région, qu'elles soient du secteur public ou du secteur privé, et ensuite de la nécessité de l'installation d'une IRM 7 Tesla au centre du maillage. Donc le premier plan du projet, en fait, le maillage des 23 IRM 3 Tesla de la région s'appuie sur les réseaux existants en neurosciences et en psychiatrie, par exemple le réseau CIMAC, qui étudie les marqueurs radiologiques des premiers épisodes psychotiques. Donc, dans chacun des centres, qu'ils soient privés ou publics, il y a des binômes qui sont formés entre un psychiatre et un radiologue. D'autres réseaux, tels que le télé-AVC ou Méotis, qui regroupent les centres mémoire, et le PARC-CEP, sont déjà bien implantés dans la région, dans les différents centres de la région. Donc, une harmonisation des protocoles d'acquisition et des pratiques au niveau régional va permettre un gain immédiat pour le diagnostic, mais également à plus long terme. Toutes ces images qui étaient auparavant perdues pour la recherche seront dorénavant mieux valorisées en augmentant les bases d'apprentissage pour les algorithmes de machine learning. Le projet prévoit également l'installation d'une machine IRM à 7 Tesla, donc une IRM 7T. Il y en a actuellement 3 installées en France. Historiquement, c'est à Paris et à Marseille. Et depuis cette année, il y en a une également à Poitiers qui s'est équipée. Ce qui représente une couverture bien moindre que la plupart des pays industrialisés comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou plus loin le Japon et les USA. Il faut savoir que la qualité du signal d'une machine IRM et sa résolution d'image ainsi que son prix sont linéairement proportionnels au champ magnétique de la machine. Les images que vous avez ici vont vous permettre de comparer la définition qu'on peut avoir sur les structures sous-corticales à 7 Tesla par rapport à celle à 3 Tesla. Donc, si on met en parallèle les objectifs de ce projet Ariane ainsi que les objectifs des travaux entrepris en machine learning dans l'équipe, la synergie attendue serait d'upgrader un peu de façon virtuelle tous les IRM de la région, les IRM 3T de la région, vers un 7T-like. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. J'espère que ça n'a pas été trop rapide. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Je remercie également le cluster NSL pour l'organisation du webinaire. Et je suis tout à fait disponible aux moindres questions. Merci beaucoup, Monsieur Var. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser le chat ou alors à prendre la parole. Alors moi, peut-être je peux commencer si ça ne vous dérange pas. J'ai une petite question par rapport aux AVC. Est-ce qu'on retrouve, enfin, est-ce que vous avez déjà testé dans le cas des AVC qui passent inaperçus en fait, les personnes qui font des micro-AVC, est-ce qu'on retrouve également les mêmes biomarqueurs ou on est beaucoup, c'est la cohorte que j'ai présentée, StrokeDem, justement, c'est des tout petits AVC et on a plus de mal à. Non, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faudrait être beaucoup plus sensible en fait. Vu que les séquelles sont plus légères, on a la base d'apprentissage pour ces techniques-là. C'est beaucoup plus difficile comme problématique, quoi. En fait, D'accord. D'accord, merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Oui, moi j'avais une question, s'il vous plaît. C'était par rapport en fait, au domaine que vous couvrez. Est-ce que, donc j'ai compris que vous focalisiez sur plutôt des mécanismes de neurodégénérescence. Est-ce que aussi dans les aspects psychiatriques, vous avez aussi accès à des patients, c'est-à-dire dans les domaines de la schizophrénie ou de la dépression, ou des choses comme ça?
Oui, c'est un très gros, la psychiatrie, la santé mentale est un très gros utilisateur de la plateforme. Notamment, c'est beaucoup le professeur Renaud Jardry qui s'intéresse à ces radiomarqueurs un peu, avec des études très très poussées, très intéressantes, notamment sur les premiers épisodes psychotiques ou sur les hallucinations auditives en IRM, en fait. Avec en fait une IRM de repos, il arrive à détecter les hallucinations grâce au signal de l'IRM. Et du coup, légèrement avant l'apparition, par exemple, il arrive à faire une sorte de neurofeedback, donc un retour visuel au patient dans l'enceinte de l'IRM, par exemple. C'est une des expériences qu'il met en place pour essayer qu'il rentrer dans une sorte de concentration et éviter du coup l'hallucination. Ça, c'est des expériences très très impressionnantes qui se passent du coup à Salengro. Ça, c'est très intéressant, mais il y a plusieurs cohortes en fait, même de psychiatrie. C'est un très gros utilisateur de plus en plus de l'IRM en fait. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions qui viennent au fur et à mesure de la discussion à utiliser le chat. Merci beaucoup, Monsieur Viard. On va passer à la seconde présentation. Je reste connecté. Il faut que je fasse quelque chose pour rendre l'écran Je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Abraham de la société Alcediag. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Du coup, vous avez bien compris que ma question était intéressée puisque je vais vous parler donc de dépression et de biomarqueurs sanguins basés sur la mesure de l'édition de l'ARN. Alors, juste un petit mot sur la société Alcediag. Pardon. C'est une société, c'est une biotech française qui est localisée à Montpellier. Juste, excusez-moi, Monsieur Abraham, vous avez mis la présentation ou pas, puisqu'on ne la voit pas? Oui. Ah. Mais pourtant, tout à l'heure, ça marchait. Ouais. Ah, parce que... Ah oui, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous la voyez maintenant? Voilà, très bien, merci. Désolé, excusez-moi. Donc, je disais donc que j'allais vous parler donc, de dépression et de marqueurs sanguins de la dépression, qui sont des marqueurs qui sont basés sur la mesure de l'édition de l'ARN. La société Alcediag est une société, une biotech française qui est localisée à Montpellier. Et donc, notre expertise se situe dans la détection et la mesure des modifications de l'édition d'ARN. Et ceci est basé sur une technologie d'épitranscriptomique de pointe et par ailleurs sur presque 15 ans maintenant de R&D autour de cette thématique, avec 6 familles de brevets qui ont été déposées par la société, de nombreuses publications, et tout ce travail est basé sur l'étude de cohortes de patients dont la somme arrive pratiquement à 800 patients. Et donc notre objectif est de développer des tests de diagnostic et d'identifier des biomarqueurs pour le diagnostic de précision et le monitoring en psychiatrie. Donc, d'abord, je vais vous présenter évidemment quelques généralités sur l'édition d'ARN pour vous expliquer de quoi on parle. Alors, l'édition d'ARN fait partie des modifications épigénétiques. Donc, à l'inverse des modifications génétiques qui sont héritables et qui sont donc transmises de génération en génération, l'épigénétique concerne des modifications du génome qui dépendent des conditions environnementales. Et donc, les biomarqueurs vont évoluer en fonction de la condition du patient, de l'environnement. Et en ce qui concerne donc l'ARN, il faut savoir que les molécules d'ARN peuvent être modifiées par édition. Donc l'édition d'ARN, c'est un changement, un processus qui va changer l'identité d'une base ou d'une ou de plusieurs bases sur la molécule d'ARN après donc l'étape de transcription à partir de la séquence ADN. Donc il peut s'agir soit d'une insertion ou d'une délétion au niveau de la molécule, ou dans la plupart des cas, c'est une simple conversion ou substitution qui est portée sur une seule base. La conversion la plus fréquente, c'est la conversion de l'adénosine en inosine, qui est la plus fréquente donc chez l'humain. Et cette conversion est catalysée par des enzymes très spécifiques qui sont les ADAR, donc pour adénosine déaminase act on adenine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette modification n'a pas lieu n'importe où sur la séquence d'ARN, puisqu'il faut que la séquence, à un moment donné, forme des
forme des doubles brins. Il faut qu'il y ait un appariement, même localisé, de la molécule d'ARN pour que l'activité de l'enzyme puisse se dérouler. Donc c'est un mécanisme qui est physiologique et en fonction de la localisation de cet événement génomique, évidemment, les modifications vont avoir des impacts qui sont différents. En l'occurrence, ici, dans le schéma qui est représenté ici, si l'adénosine, quand on s'adresse à une séquence exonique, si l'adénosine qui est modifiée donc en inosine fait partie d'une séquence exonique, cette inosine va être lue par la machine de traduction comme une guanosine. Et donc vous comprenez bien que le codon qui en résulte va être changé et donc on peut assister à des modifications protéiques, à la formation de nouvelles isoformes à partir du même ARN. Et c'est ce qui arrive notamment donc, dans le cerveau au niveau de certains récepteurs synaptiques, notamment les récepteurs à la sérotonine, le 5-HT2C, le récepteur au glutamate ou le récepteur GABA. Et les modifications qu'on va observer vont concerner la translocation du signal ou bien, et ça dépend, les fluides ioniques à travers la membrane ou le recyclage du récepteur. Donc ça, c'est pour la première partie, on va dire, des grandes conséquences des modifications de l'édition sur des parties qui sont exoniques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des modifications de l'édition des ARN se situent dans des parties non codantes de l'ARN. Et donc, ça va jouer sur la stabilité de ces ARN. Si c'est une région intronique qui est touchée, à ce moment-là, ça va jouer sur les mécanismes d'épissage de cet ARN. Et donc, on va assister à la formation de différentes isoformes à partir du même ARN. Et aussi, il faut noter que l'édition d'ARN concerne aussi des micro-RNA. Et donc là, par conséquent, il peut y avoir des modifications assez importantes de la régulation des gènes qui sont en aval de ces micro-RNA. Et enfin, il faut savoir aussi que l'édition d'ARN est un modulateur de la réponse interféron. Donc ça, c'est extrêmement important parce que, comme vous le savez, la présence d'ARN double brin dans la cellule est un activateur donc, de la voie interféron et va conduire à la production par la cellule de cytokines pro-inflammatoires. Et en réponse à cette voie d'activation, il y a un système de compensation qui va se mettre en place, sous le contrôle de l'interféron d'ailleurs, puisque l'interféron est une molécule qui va activer l'expression des ADAR, et les ADAR vont donc augmenter l'édition des ARN double brin, et par là même diminuer la réponse à l'interféron. Donc c'est une boucle de régulation qui permet donc de stabiliser le niveau de réponse interféron. Et donc vous comprenez bien qu'à partir du moment où les ADAR sont touchés dans leur activité, par exemple dans le cas du syndrome de Gardy-Gouttière, où là qui est caractérisé par une mutation de ADAR1, il n'y a plus cette boucle de régulation, et donc la réponse interféron est suractivée, et donc on assiste au développement d'une maladie auto-immune. À l'inverse, quand c'est la voie des ADAR qui est suractivée, à ce moment-là, on a une dérégulation négative de la réponse interféron qui est, on va dire, excédentaire, et c'est ce genre de stratégie que certaines cellules cancéreuses ou certains virus ont adopté pour contourner la réponse immunitaire. Donc, ce mécanisme d'édition d'ARN est extrêmement important parce qu'il fait vraiment le lien et la jonction entre des mécanismes d'inflammation, des mécanismes cancéreux et évidemment dans le cadre de désordres neuropsychiatriques. Et donc, la société ACL s'est spécialisée dans la mesure des modifications de l'édition d'ARN. Donc, je vais vous présenter quelles sont les plateformes et produits que Alceliac propose pour mesurer donc, ces taux d'édition d'ARN et pour mesurer aussi, pour en faire des biomarqueurs à des vues diagnostiques. Donc, la plateforme d'édition d'ARN telle qu'elle est conçue ici à Montpellier, elle s'appelle Editech et elle est basée sur deux piliers qui sont un pilier biologique évidemment, où on réalise les analyses des échantillons biologiques par NGS, par séquençage NGS sur plateforme Illumina, afin évidemment de définir des signatures d'édition d'ARN. Et en complément du grand nombre de données qui sont générées par le séquençage, on s'est adjoint donc une plateforme intégrée d'analyse bioinformatique et biostatistique. Et avec l'aide de l'intelligence artificielle, donc on est capable de définir des algorithmes propriétaires pour répondre à la question qui était posée en amont. Donc tout ça dans le but de faire de la découverte de nouveaux biomarqueurs
dans un premier temps donc en neuropsychiatrie, ce qui est la spécialité première donc, de la CIAG, mais donc de proposer nos services pour d'autres pathologies, comme l'oncologie ou l'inflammation, puisque c'est des mécanismes qui sont importants dans ces pathologies. Donc, sans oublier évidemment que le but, c'est de diagnostiquer les pathologies, de monitorer la réponse au traitement quand c'est le cas, et évidemment d'améliorer la prise en charge des patients. Ça nous a permis donc de développer deux services, deux familles de produits. Tout d'abord, le test Editox, qui est basé sur un test cellulaire in vitro, et qui nous permet donc de prédire des effets secondaires psychiatriques de certaines substances. Je vous détaillerai après les deux produits en détail. Donc ça, c'est pour Editox. Et pour EditDiag, donc c'est le but de trouver des biomarqueurs cliniques et de développer des tests diagnostiques. Donc tout d'abord, la plateforme Editox, qui a été au départ constituée à partir donc, de différents outils. Et le premier étant une base de données qui a été conçue à partir de données de la littérature, de données qui sont disponibles à la FDA, des case reports, pour lesquels on a fait en fait un inventaire de plus de 1280 molécules pour lesquelles on a recensé les effets secondaires qui sont décrits, notamment pour des cas de dépression ou de suicide. Le deuxième outil qui a été nécessaire pour cette plateforme, c'est un modèle cellulaire, évidemment. Donc, on s'est basé sur la lignée SH-SY5Y, qui est issue d'un neuroblastome humain, et qui exprime les récepteurs, enfin, le récepteur 5-HT2C de la sérotonine, et également les ADAR, donc, qui sont nécessaires donc, à notre étude. Et grâce à ces outils, donc, on a pu déterminer un référentiel de profil d'édition, du récepteur 5-HT2C, parce que comme je vous l'ai dit, l'interféron, donc sur la base de l'interféron, puisque l'interféron est un inducteur des ADAR, et que, comme vous le savez probablement, l'interféron en traitement, dans une grande proportion de cas, va induire des effets secondaires chez le patient de type dépressif, voire même de comportement suicidaire. Et donc, nous avons traité nos cellules avec de l'interféron, et nous avons obtenu ce profil d'édition caractéristique, ici en chaise d'onde, on va dire, qui est en fait un référence pour l'analyse des autres drogues que nous avons testées. Voilà. Et donc, parmi les 1280 molécules que nous avions identifiées dans notre base de données, nous en avons sélectionné 260 et que nous avons classifiées en deux classes, à risque d'effets secondaires à tendance dépressive ou suicidaire, ou alors sans risque par rapport à ces tendances. Et d'autre part, chacune de ces molécules a été testée in vitro sur notre modèle cellulaire. Et chacune de ces molécules, on a associé un profil d'édition qui a été comparé au profil d'édition de l'interféron. Et donc, ça nous a permis de définir des molécules qui ont un profil interféron-like et des molécules ici en vert qui n'ont pas ce profil interféron-like. Et quand on a comparé cette classification de ces molécules entre notre test cellulaire et la classification que nous avons établie en amont, on a pu avoir une concordance et avec une très très bonne spécificité, une très très bonne sensibilité entre les deux comparaisons. Donc ça nous a permis de conclure que ce test in vitro permettait de prédire les effets secondaires de certaines drogues sur des comportements suicidaires. Donc ça, c'est le premier outil que nous avons développé ici à LCDL. L'autre volet de notre activité, c'est vraiment du côté biomarqueur clinique, spécialisé dans la dépression. La première étude sur laquelle je vais vous décrire, elle concerne donc des patients. C'est l'analyse de cortex de patients qui sont décédés de suicide versus des patients qui sont décédés mais pour d'autres causes. Et donc, ce qui a été recherché dans ces cortex, c'est les niveaux d'édition de l'ARN correspondant donc, au récepteur 5-HT2C dans ces différentes populations. Et comme vous le voyez ici, donc ces résultats ont été publiés il n'y a pas si longtemps que ça. Et comme vous le voyez ici, les pourcentages d'édition de l'ARN correspondant au 5-HT2C est bien supérieur
chez les patients qui sont décédés par Covid versus le contrôle. Et nous avons trouvé exactement aussi la même différence sur l'ARN sur l'ARN de la PDE8A, la PDE8A qui avait été auparavant associée en tout cas avec la dépression sévère. Donc là, la conclusion, c'est qu'on était capable de mesurer des différentiels d'émission dans le cerveau des patients. Donc l'étape d'après, ça a été, est-ce qu'on est capable d'aller détecter le même genre de différence dans le sang? Et donc c'est l'étude que nous avons menée en se basant sur des patients infectés de façon chronique par le virus de l'hépatite C. Et dans le traitement de ces patients, donc, intervient l'interféron pour aider les patients à lutter contre l'infection chronique. Et donc, comme je vous le disais précédemment, entre 30 et 50% des patients qui sont traités par interféron vont développer des symptômes dépressifs. Et donc, nous avons eu accès au sang de ces patients. Et donc, nous avons pu analyser les pourcentages d'édition de la PDE8A. Pardon, j'ai fait des raccourcis, mais évidemment, c'est l'ARN qui va coder pour la PDE8A et qui va être édité de façon différentielle chez les patients qui vont développer par la suite des symptômes de dépression. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a une très très bonne sensibilité et spécificité par rapport à cette détection-là. Et voire même ce pourcentage d'édition, donc la modification de l'édition de l'ARN, intervient avant les premiers symptômes de la dépression. Donc ça nous a encouragé à poursuivre nos études sur le diagnostic de la dépression de façon générale dans le sang. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, à savoir que nous sommes focalisés sur le diagnostic du trouble bipolaire. Alors, juste en un mot, le trouble bipolaire est caractérisé donc dans le temps par des phases de dépression, ici en bleu, qui alternent avec des phases de manie, ou d'autres noms de troubles maniaco-dépressifs. Et le patient, en général bipolaire, vient consulter le médecin dans les phases dépressives. Et le clinicien donc, a une grosse difficulté à diagnostiquer la bipolarité, puisque les outils qu'il a à sa disposition ne lui permettent pas de faire la différence entre une vraie bipolarité et un diagnostic de dépression pure. Donc ce sont vraiment deux pathologies différentes qui nécessitent une prise en charge qui est différente, avec des traitements différents, mais vraiment les symptômes donc, dans la dépression sont identiques. Et il y a vraiment un besoin clinique pour essayer de différencier les deux pathologies. Donc, nous avons réalisé une étude d'éditome, donc ce qu'on appelle d'éditome, c'est-à-dire que comme un transcriptome, voilà, donc un éditome où on va chercher entre deux populations, c'est-à-dire une population contrôle et en l'occurrence une population de patients dépressifs, mixte dans un premier temps. On a réalisé donc cette analyse éditome pour dégager un certain nombre de biomarqueurs qui ont été sélectionnés après des runs d'analyse biostatistique et des analyses de réseau, pour finaliser en fait une signature basée sur 8 cibles. Et ces 8 cibles ont ensuite été validées sur 143 contrôles et 267 patients dépressifs en NGS multiplex. Et là, nous avons eu la confirmation que ce panel de 8 biomarqueurs permettait de diagnostiquer la dépression dans le sang des patients à une hauteur de 84% de sensibilité et 87% de spécificité. Donc là, on avait déjà une première preuve comme quoi on était capable de détecter des biomarqueurs de la dépression au niveau sanguin. Et pour répondre à la question clinique de départ, à savoir le diagnostic de la bipolarité, ce que nous avons fait, c'est que nous avons réalisé le même genre d'expérience sur des patients unipolaires, donc 160, versus 95 patients souffrant de troubles bipolaires. Et là, 6 des 8 biomarqueurs que nous avions identifiés précédemment ont permis d'avoir donc une sensibilité à 90% et une spécificité à 85% dans cette différenciation. Donc ce test-là que nous avons appelé EDIT-B permet de diagnostiquer le trouble bipolaire et de le différencier par rapport à une dépression sévère simple. Donc ce test EDIT-B à l'heure actuelle, d'ici la fin de l'année, nous sommes en train de le marquer CE. Donc nous allons déposer le dossier pour avoir un marquage CE pour pouvoir faire une mise sur le marché en 2021.
Et nous espérons qu'il sera d'une grande aide pour les cliniciens, puisque c'est un test complémentaire qui sera proposé aux cliniciens pour aider à identifier donc, la bipolarité versus la dépression unipolaire. Donc, pour conclure, voici les quelques messages que j'espère avoir réussi à faire passer. C'est que vraiment l'édition d'ARN est un mécanisme épigénétique qui est extrêmement important dans la régulation de nombreux gènes, puisque il régule notamment l'inflammation et donc par conséquent pas mal de pathologies, dont les pathologies cancéreuses et neuropsychiatriques. Nous avons donc une plateforme ici à Montpellier, la plateforme Evitech, qui permet l'identification de nouveaux biomarqueurs, que ce soit dans le cerveau, dans le sang, mais aussi dans différentes lignes cellulaires ou dans d'autres tissus. Ça, c'est des choses qui sont adaptables. Nous avons mis au point donc Editox, qui est un test in vitro qui permet de prédire les effets secondaires induits par des drogues. On a fait la démonstration qu'on était capable de détecter des biomarqueurs spécifiques de la dépression dans le sang, et par la suite, donc, EvitB qui permet de distinguer et de diagnostiquer de façon différentielle la bipolarité. Et on pense que ce test va être vraiment un changement de paradigme dans le diagnostic et le management des patients, car vraiment, ça va être un complément que le clinicien va pouvoir adapter à sa pratique. Donc, j'aimerais remercier l'ensemble de notre équipe ici sur Montpellier, donc les biologistes qui font un travail conséquent pour tout ce qui concerne le séquençage, parce que vraiment c'est beaucoup de boulot, y compris aussi la plateforme bioinformatique évidemment, parce qu'on génère énormément de données et qui nécessite vraiment des grandes expertises en bioinformatique et biostatistique. Et j'aimerais remercier également nos collaborateurs du CHU de Montpellier. Et vous, je vous remercie pour votre attention. Je suis disponible pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abraham. Si vous avez des questions, allez-y. Moi, j'en aurais une concernant les syndromes dépressifs qui peuvent être liés justement aux maladies neurodégénératives qui ont été évoquées dans la première présentation. Est-ce que vous vous êtes intéressé également à ce type de marqueurs qui seront peut-être un peu plus spécifiques? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la question. C'est-à-dire que, est-ce qu'on s'est intéressé à d'autres pathologies, plus de côté neurodégénératif? Ou des symptômes de dépression apparaissent, oui. Alors, pour l'instant, non, effectivement. Pour l'instant, on s'est, entre guillemets, parce que c'est quand même un domaine qui est extrêmement complexe, et quand on essaye notamment pour l'obtention d'échantillons, c'est quand même quelque chose qui est très complexe à obtenir. Donc c'est vrai dans un premier temps, on voulait essayer, comment dire, de ne pas mélanger les pathologies. Dans le sens où, déjà, entre dépressif et contrôle, alors c'est vrai qu'on a eu du succès pour trouver les biomarqueurs, donc c'est quand même quelque chose qui est assez remarquable. Mais si en plus, je veux dire, on rajoute une composante neurodégénérative dans la problématique, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir des échantillons de patients, par exemple Alzheimer, vous pensez plutôt à Alzheimer ou à quelque chose Alzheimer ou Parkinson. Parkinson. Après, je pense que c'est tout à fait jouable parce que peut-être qu'effectivement, à partir du moment où on a une population d'études qui est bien déterminée et bien caractérisée, donc où on s'adresse uniquement à des patients Parkinson, si on arrive à avoir des patients qui effectivement vont développer des symptômes dépressifs versus ceux qui ne vont pas développer des patients dépressifs, c'est quelque chose qui est envisageable. Mais pour l'instant, on n'a pas, pour être transparent, on n'a pas accès pour l'instant à ce genre d'échantillon. Non, oui. Donc là, juste Romain Viard, juste pour dire que oui, à Lille, on a la chance d'avoir des cohortes. Du coup, en effet, il faut qu'elles soient très spécifiques, très, très spécialisées un peu. La dépression est un syndrome très difficile à étudier parce qu'il va être très lié à la fatigue sur des patients comme un parkinsonien ou Alzheimer. Et donc, il est difficile à isoler même, du coup.
Et donc, c'est Oui, là qu'il y a un problème, en fait, comme le disait Jean Daniel, en fait, sur la construction de la cohorte là-dessus. Et par contre, le travail que vous avez montré sur les troubles bipolaires était très, très impressionnant, quoi. Ben, on a été bien aidé aussi pour la caractérisation de ces échantillons. Et puis derrière, il y a vraiment un gros travail d'analyse statistique. Voilà. Pour être, tout ce qui est analyse de réseau, donc avec la théorie de l'information et la théorie des graphes, là, quand je pouvais voir sur une de vos slides, rappelle pas mal de choses qu'on peut faire aussi, je pense. Oui, c'est pour ça que ma question au départ, c'était, elle était intéressée, hein, bien sûr. C'était pour l'accès aux échantillons. Et après, nous, ce qu'il faut, en tout cas pour les échantillons sanguins que l'on utilise, c'est, voilà, on a un process qui est un peu particulier aussi. Donc, c'est vrai que notre difficulté, c'est d'avoir des échantillons qui correspondent aussi à notre process. Oui, bien sûr. Voilà. Mais après, rien n'empêche effectivement de mettre en place des cohortes, si ce n'est le temps évidemment, mais bon, voilà, tout se discute. Moi, j'ai une petite question. Alors, c'est un petit peu pousser un peu la réflexion, enfin d'essayer de chercher le détail, mais est-ce qu'on peut avoir une corrélation entre le taux d'ARN et éventuellement des stades dans la dépression? Je ne sais pas, je ne connais pas si on peut classifier, on va dire, des stades de dépression. Est-ce qu'on peut voir quand même une corrélation ou pas? Alors, il n'y a pas vraiment de stades qui sont décrits dans la mesure où, alors les tests qui sont réalisés pour caractériser les patients, ce sont des tests cliniques qui en fait reposent sur un questionnaire. C'est-à-dire qu'on va poser des questions au patient, et le patient du type est-ce que vous vous sentez fatigué, avec une échelle, pour chaque item, en fait, il va donner une échelle de valeur. Et puis après, on va faire la somme de ces échelles-là, et puis ça va donner un score qui va rentrer en fait dans l'évaluation. Donc, sur la base de ce score seul, je ne pense pas qu'on puisse évaluer un degré d'atteinte dépressive. Après, c'est l'évaluation du clinicien. C'est l'évaluation du clinicien qui va permettre de dire bon, voilà, cette personne-là, elle est installée dans la dépression depuis plus longtemps, avec des formes modérées, sévères, graves. Voilà, c'est juste une gradation de ce genre-là qu'on va observer. C'est une dépression légère, modérée ou sévère. Donc, c'est pas vraiment une gradation comme on pourrait le voir éventuellement sur Alzheimer, ou sur Alzheimer, on a quand même des imageries qui nous aident énormément pour grader la pathologie, où on a des marqueurs aussi qui sont plus ou moins corrélés quand même avec le grade de la pathologie. Là, c'est un peu moins clair quand même sur la dépression. Et surtout sur la bipolarité, parce que la bipolarité, comme vous l'avez vu, elle est caractérisée par des phases. Oui. C'est des phases alternatives. Donc là, cette notion-là, au niveau de la gradation, c'est compliqué. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, a priori, non. Merci beaucoup, Monsieur Abraham. Nous allons passer donc à la dernière présentation avec Isabelle Fournier. Je vais vous passer la main. Et bonjour. Bonjour. Donc, qui est co-directrice du Prisme à Lille et également cofondatrice de l'entreprise YesTech. Et donc, la présentation se fera donc en collaboration avec François-Xavier Denimal, qui est le CEO de YesTech. Tout à fait. Alors, hop. Voyez-vous mon écran? Oui, c'est parfait. Ok. Alors, attendez. Je bascule juste en mode présentation et on devrait être tout bon. C'est bon. Donc, donc, comme vous l'avez mentionné, la présentation sera faite en binôme avec François-Xavier. C'est François-Xavier qui commencera en premier. Voilà, donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci donc au cluster NSL de nous donner l'opportunité, donc à Isabelle et moi-même, donc de vous présenter la technologie SpiderMass. SpiderMass qui est un dispositif d'analyse in vivo en temps réel des tissus tumoraux par spectrométrie de masse.
C'est un projet, donc, comme vous l'avez cité, qui émane du laboratoire PRISM. C'est un laboratoire qui a pour tutelle l'Université de Lille et l'INSERM, mais comme co-tutelle donc le CHRU de Lille et le centre Oscar Landré. C'est un projet qui a bénéficié d'une maturation technologique financée par la SAT-Nord, et c'est un projet qui est aujourd'hui incubé depuis janvier 2020 au sein donc d'Eura Santé. La diapositive suivante. Alors, IS Technologies est la future start-up qui va avoir pour mission d'exploiter la technologie Spider-Mass issue du laboratoire Prism. Notre ambition est de devenir leader du diagnostic des cancers solides. Notre souhait est de créer IS Technologies dès janvier 2021 sur la métropole lilloise. Et nous sommes en période de levée de fonds et notre besoin donc en fonds privés est de 1,3 million d'euros, sachant qu'à cela viendra abonder la BPI pour un montant équivalent. Moi, je me présente rapidement. Je suis donc, quand vous avez de l'image, je suis docteur en pharmacie, filière industrie. J'ai 25 ans d'expérience en marketing commercial, en direction marketing et commercial, en produits de santé, donc DM et DMDiv. Et depuis 7 ans, donc bientôt 8, j'exerce en tant que business developer santé donc au sein de la SAT-Nord. Et donc c'est un projet que je connais depuis 7 ans. 7 ans que j'accompagne Isabelle et Michel donc, dans ce projet. Diapositive suivante. Voilà, donc ce projet en fait est d'abord une rencontre tout d'abord entre Éric Leblanc et le laboratoire Prism, ici représenté par son directeur Michel Salzé. Donc Éric Leblanc a fait part en fait donc, de ces problématiques au bloc en oncologie. Aussi une rencontre avec Dominique Tierney, vétérinaire et directeur donc à l'époque d'Oncovet et aujourd'hui donc CEO d'OCR. C'est grâce à elle en fait que le dispositif a déjà une première fois pu être mis au bloc opératoire, donc non pas sur humains mais sur patients animaux. Diapositive suivante. Alors, bien sûr, la chirurgie, la qualité, donc en fait, et les possibilités de traitement des patients est liée à la qualité de la chirurgie. La qualité de la chirurgie passe par des chirurgiens très bien entraînés, très bien formés, et également donc de bons outils de diagnostic. Alors, la place donc de la chirurgie dans le traitement des cancers, on pourrait se demander un peu de l'arsenal dont on dispose aujourd'hui. Eh bien, en fait, la chirurgie, c'est 80% en fait des patients atteints de cancer qui sont traités par chirurgie. Soit c'est la chirurgie seule, soit c'est la chirurgie donc associée à de la radiothérapie ou la chirurgie donc associée à de la chimiothérapie. Et la problématique pour un chirurgien comme Éric Leblanc, mais c'est valable pour tous les chirurgiens oncologues, c'est que quand ils ouvrent un patient, eh bien, la question qui se pose, c'est ce qu'ils voient. Est-ce que c'est des tissus sains? Est-ce que ce sont des tissus tumoraux? C'est une première question. S'il s'agit de tissus cancéreux, eh bien, quel est le sous-type donc de cellules qui est donc à l'origine de ce cancer et quel est le grade de ce cancer? Ensuite se pose la question, est-ce qu'il y a des extensions locorégionales, donc des métastases? Et également, dernière question, et non des moindres, eh bien, jusqu'où couper ou jusqu'où s'arrêter de couper? Il est important donc pour un chirurgien tel que Éric Leblanc, eh bien, d'obtenir le R0. Qu'est-ce que le R0? Eh bien, c'est de ne laisser aucune cellule cancéreuse donc, dans le patient, mais en même temps d'essayer de préserver au maximum les tissus, de les laisser fonctionnels. Donc il faut savoir bien déterminer donc, avec précision ces marges d'exercice. Diapositive suivante. Voilà. Alors, pour répondre à ces questions, le chirurgien a un recours à un médecin spécialisé, donc on prend rarement rendez-vous avec, très peu connu du grand public. Il s'agit de l'anatomopathologiste, que l'on appelle aussi anapathe dans le jargon. On a deux possibilités. On a une intervention chirurgicale. Un anapathe est disponible, un anapathe bien entendu spécialisé dans le cancer que le chirurgien veut traiter, et il faut qu'il soit disponible au moment de l'intervention. Ça, c'est le meilleur des cas. À ce moment-là, l'anapathe va pouvoir pratiquer ce qu'on appelle donc un examen extemporané ou extempo. C'est-à-dire que c'est un examen très complexe pour lui. Il a
dispose de 30 à 45 minutes maximum pour récupérer donc les biopsies, de pouvoir les congeler, de préparer des lames, de les colorer manuellement, de les observer au microscope afin de déterminer un diagnostic qui va pouvoir ensuite transmettre au chirurgien. Alors, moi, je n'étais pas très à l'aise au début que je présentais cette présentation parce qu'on parle de taux d'erreur de 30%. Et en réalité, j'ai récemment discuté avec des anapathes. Ils m'ont dit, vous savez, 30%, ça peut aller jusqu'à plus de 50%, ça dépend du type de cancer. Donc, en fait, on a un taux d'erreur assez élevé, un temps très court pour le faire. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que, en fait, si l'anatomopathologie n'est pas disponible au moment de l'intervention, eh bien, le chirurgien va ouvrir le patient, va faire ses biopsies, mais va les envoyer donc, au laboratoire d'anatomopathologie qui les traitera dans les 15 jours à 3 semaines selon ses disponibilités. Ça veut dire que le patient va devoir être reconvoqué pour une deuxième intervention. Diapositive suivante. Voilà. Donc, vous l'avez vu, cette technologie aujourd'hui, dans cet état de l'art, à ses limites, on a donc un temps important de 30 à 45 minutes. Alors, c'est à la fois important pour le patient qui est sous anesthésie, pour l'utilisation du bloc qui a à attendre, l'attente donc pour le chirurgien et le personnel donc soignant, mais c'est très court en fait pour l'anatomopathologiste. Ça lui permet de faire un examen qui est tout à fait limité. En fait, c'est uniquement une observation au microscope électronique de l'aspect morphologique des tissus. C'est un examen qui est utilisateur dépendant. Enfin, ça dépend de l'anatomopathologiste qui le pratique, notamment par la coloration. En fonction des résultats de coloration, on aura des interprétations qui pourront être différentes. Ça nécessite donc une préparation des échantillons et on l'a vu, un taux d'erreur donc assez important. D'autre part, ça repose sur des biopsies, et ces biopsies, bien, forcément, elles sont aléatoires. On n'aura pas les mêmes résultats en fonction de la localisation donc, du prélèvement. Leur nombre est forcément limité et elles sont par nature donc invasives. Donc, dans le premier cas, si on a la chance d'avoir un anapathe disponible, comme l'examen est assez rudimentaire, eh bien, on a des risques importants de laisser des tissus cancéreux, donc des risques importants eh bien, de reprise du patient, ce qui fait que donc des coûts humains importants et ainsi que des coûts financiers importants. Mais dans le deuxième cas, de toute façon, si l'examen se fait en préopératoire, donc lorsque l'anapathe n'est pas disponible immédiatement, eh bien, il faudra de toute façon réintervenir sur le patient. Par contre, là, on aura un résultat qui sera donc bien plus sûr. On a moins de risques de reprise. Mais de toute façon, on aura fait 2 interventions. Donc, je vais passer la parole maintenant à Isabelle qui va vous expliquer donc la technologie, hein, vu que c'est la scientifique de l'équipe. Merci François-Xavier. Alors du coup, c'est ce besoin non couvert en chirurgie et en diagnostic intraopératif qui nous a poussé à chercher à développer une technologie pour répondre à ce besoin. Cette technologie, nous avons choisi de la baser sur la spectrométrie de masse pour la force et la robustesse que possède cette technologie, sa force et sa grande sensibilité, sa capacité à fonctionner rapidement et à rendre du résultat en temps quasi réel, en temps réel, et également d'être capable de donner beaucoup d'informations moléculaires puisque la spectrométrie de masse va séparer les composés suivant leur poids moléculaire. Donc le système que nous avons développé, c'est la technologie qui a été appelée SpiderMass. On appelle aussi la technologie qu'on exploite la technologie Water Assisted Laser Desorption Ionization. Donc, on a choisi de développer une technologie qui est basée sur la spectrométrie de masse couplée à l'utilisation d'un laser, puisque dans l'idée, il est pour nous de pouvoir réaliser des analyses in vivo en temps réel directement sur les patients au bloc opératoire. On a donc recherché une technologie qui était particulièrement peu invasive et qui était bien moins invasif en tout cas que les biopsies actuellement pratiquées, raison pour laquelle nous avons choisi de travailler avec une technologie laser, également pour le fait que les technologies laser sont facilement miniaturisables et pouvaient nous permettre d'avoir des applications à la fois à l'extérieur des patients, comme on le verra par la suite, mais également à l'intérieur, et notamment on avait déjà pensé à des utilisations en endoscopie ou en laparoscopie.
Du coup, le système SpiderMass repose et est constitué de 4 parties principales. Donc ici, comme vous le voyez, une micro-sonde laser. Donc on a un laser qui est couplé à une fibre optique, au bout de laquelle actuellement on a une pièce à main qui nous permet de manipuler en fait le faisceau laser pour pouvoir scanner n'importe quel type de surface. Suite à l'irradiation laser, comme vous le voyez ici sur cette vidéo, le système est très mini-invasif puisque lorsqu'on l'utilise par exemple in vivo sur nos mains, le laser ne laisse que cette trace blanche de déshydratation des tissus. Donc il est vraiment extrêmement faiblement invasif et l'invasivité a été mesurée d'environ quelques micromètres de profondeur par tir laser. Le faisceau utilisé laser est un faisceau qui émet dans l'infrarouge, donc qui n'est pas dangereux. Il y a déjà des systèmes médicaux qui utilisent ces longueurs d'onde. Il vise d'être à 2,94 micromètres pour cibler, de mettre en résonance les molécules d'eau qui sont endogènes au tissu. Et comme la plupart des tissus biologiques, tous les tissus biologiques comportent plus que 50% d'eau, on est sûr d'avoir un effet efficace, quels que soient les tissus considérés et analysés. La seconde partie du système va être donc suite à l'irradiation par le faisceau laser, on va micro-échantillonner donc un tout petit peu de matière à la surface des tissus biologiques, matière qui va être ensuite transférée par la seconde partie du système qui est un tube de transfert au spectromètre de masse qui pourra analyser. Donc la ligne de transfert est un simple tube en matériau polymère. Il va aspirer la matière micro-échantillonnée et ce tube de transfert a l'avantage de pouvoir aller jusqu'à 5 mètres sans problème, et ce qui permet de déporter le système d'analyse, le spectromètre de masse par lui-même, afin de ne pas gêner le chirurgien dans ses mouvements. Donc on peut avoir la sonde laser dans le patient et le spectromètre de masse passer à plusieurs mètres. Évidemment, le spectromètre en temps réel va analyser la matière qui va lui être fournie par les tirs laser qui micro-échantillonnent et l'aspiration de la matière micro-échantillonnée. Suite à ça, la dernière partie de notre système SpiderMass, c'est forcément une plateforme d'analyse bioinformatique qui va reposer sur de l'intelligence artificielle et du machine et du deep learning, comme on va le revoir par la suite. Donc ici, vous avez des exemples types de spectres, de profils qui sont obtenus lorsque l'on utilise le système. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec ma souris. Lorsqu'on utilise le système, donc vous voyez ici une photo d'un des prototypes qui a été monté au laboratoire. Excusez-moi, je ne vais pas y arriver. Je vais essayer de ne pas trop bouger la souris du coup. En haut à droite, vous avez un spectre de masse typique, où vous voyez que l'ensemble des pics correspondent à des molécules différentes. Donc en fait, l'analyse in vivo de tissus nous permet de recueillir des profils moléculaires entiers qui sont principalement composés des signatures lipidiques et métabolomiques. Et c'est sur la base de ces profils moléculaires entiers que l'on souhaite baser le diagnostic. Alors, comme vous le voyez également en bas, les spectres qui sont présentés, l'intérêt de la technologie SpiderMass qui est basée sur la spectrométrie de masse, c'est également de pouvoir faire des analyses structurales et de pouvoir remonter à l'identification des composés présents dans les profils moléculaires. Donc ici, on peut aller chercher n'importe quel pic de ce profil moléculaire pour en obtenir l'identification et remonter aux composés qui sont dans ces profils moléculaires. Alors l'idée pour l'opération du système SpiderMass, c'est de déployer le système en 2 phases. La première phase est une phase finalement d'apprentissage avec le système. C'est donc une phase qui peut être réalisée en laboratoire ex vivo avec le prototype, par exemple, de laboratoire dont vous voyez une photo ici. L'idée va donc être d'analyser des cohortes d'échantillons fournis par les chirurgiens et les anatomopathologiste, cohortes d'échantillons qui seront parfaitement bien annotés et qui correspondent, à des tissus qui sont bien connus. On va donc enregistrer des profils moléculaires systématiquement avec le système sur ces échantillons dont le diagnostic est bien connu. Les profils moléculaires seront interprétés comme des empreintes, donc comme des barcodes, et qui serviront ensuite à établir, comme vous le voyez ici dans le bas, des modèles de classification. Une fois que les modèles de classification seront construits sur des cohortes suffisantes puis validés,
L'idée, c'est de pouvoir déployer dans une seconde phase le système Spider-MAS dans son environnement réel, à savoir au bloc. Et du coup, lorsque le chirurgien utilisera le système chez les patients in vivo en temps réel, on aura un envoi des données en temps réel vers le modèle de classification pour comparaison et un résultat sera rendu immédiatement au chirurgien sous la forme pour l'instant d'un code couleur qui lui indique si la zone analysée est une zone cancéreuse ou non cancéreuse, voire lui indique à quel sous-type de cancer il a affaire. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on analysera de plus en plus de patients, c'est d'avoir un réaffinement progressif des modèles, donc d'avoir un cercle virtueux qui boucle au fur et à mesure vers une augmentation des cohortes et un réaffinement des modèles de classification. Vous avez ici donc des premières expériences qu'on avait réalisées sur des souris qui venaient juste d'être sacrifiées. En l'occurrence, ici, il s'agissait de souris qui développent des tumeurs des mamelles. Projet, donc expérience qui avait été réalisée en collaboration avec notre collègue Sean Lagadec. Comme vous le voyez ici, vous avez des exemples d'empreintes moléculaires constituées de métabolites et de lipides. Là, notamment, vous avez une zone ici de signaux qui correspond aux phospholipides. Et on voit très bien que suivant les organes analysés chez l'animal, on a des profils moléculaires qui vont être différents. Que d'autre part, l'analyse dans une condition qui est quasi in vivo laisse là encore juste une trace blanche à la surface des organes. Donc le système est vraiment très peu invasif. Et puis bien évidemment, on peut reconstruire un modèle de classification. Ici, on s'est intéressé à regarder les profils moléculaires des différents organes de l'animal. Par la suite, on s'est intéressé à réaliser des modèles de classification et on s'est intéressé à des problématiques dans le domaine de l'oncologie pure, puisque c'est la cible du diagnostic du système Spider-MAS. Nous avons actuellement une étude en cours avec les collègues du CHRU de Lille, et plus précisément le professeur Piessin du service de chirurgie digestive, du service digestif, sur les cancers ésophagiques. Et une des problématiques qui se posent dans le cas des cancers ésophagiques, c'est notamment pendant l'opération la capacité à repérer certains sous-types de cancers qui sont particulièrement agressifs, comme les cancers qui sont appelés les PCC pour polycohesive carcinoma. Et ces sous-types de cancers sont quasiment indiagnosticables pour les anapathes en intra-opératif. Ici, à partir de l'analyse d'une cohorte d'échantillons de cancer ésophagique qui comprenait des tissus sains, des adénocarcinomes et ces fameux PCC qui sont très agressifs, nous avons pu montrer que sur la base des profils moléculaires obtenus par spectrométrie de masse, que ce soit sur les modes ions positifs ou négatifs, on était capable de construire des modèles de classification qui permettaient sans souci de distinguer l'ensemble de ces trois profils. Également, de façon intéressante, on a des études en cours à l'heure actuelle avec des collègues au Canada où on a testé des modèles de classification un peu plus complexes. Ici, pour le moment, on utilisait du machine learning traditionnel de type linear discriminant analysis, mais on s'est également intéressé à utiliser des algorithmes de type réseaux neuronaux pour voir si les réseaux neuronaux pouvaient éventuellement mieux répondre et apporter des améliorations sur les modèles de classification. Et en effet, en utilisant des réseaux de type CNN avec du transfer learning et du cumulative transfer learning, on peut améliorer de plus de 6% encore la capacité de classification. Ici, ce qui était intéressant également de constater, c'est que lorsqu'on a regardé sur cette cohorte, on a également été capable, sur la base des empreintes moléculaires recueillies par spectrométrie de masse, de différencier 3 sous-types de ces polycohésifs carcinomas qui sont très agressifs. Et notamment, on a été capable de distinguer les singlet ring carcinomas des non-otherwise specified, ce qui est quelque chose qui est habituellement très difficile à réaliser pour le pathologiste par lui-même. Donc, on était extrêmement contents puisque cela démontre que les profils moléculaires enregistrés avec le système Spider-MAS sont extrêmement sensibles et discriminants des différents phénotypes cellulaires qui sont contenus dans les tissus. Et bien évidemment, ces modèles de classification construits avec le système Spider-MAS ont été également cross-validés par des expériences un peu plus traditionnelles pour nous d'imagerie par spectrométrie de masse MALDI, qui nous permettent également d'évaluer l'hétérogénéité moléculaire des biopsies qui nous sont confiées par le CHU via sa banque de données Fregat.
Nous avons également eu l'occasion de travailler pour faire la preuve de concept, comme François-Xavier l'avait mentionné au bloc opératoire, sur une cohorte patients-chiens qui présentait des sarcomes. Donc, on a pu travailler sur une cohorte de 33 patients chiens avec sarcome. Sur la base de ces 3 patients, excusez-moi, j'ai l'ordinateur qui veut passer les diapos toute seule. Sur la base de ces différents patients, il nous a été encore possible d'établir des modèles de classification, soit pour réaliser des classifications histologiques des types cancer, nécrose et des tissus normaux, soit de pouvoir même, dans le cas de ces sarcomes, réaliser des modèles de classification qui permettent de grader les tumeurs en fonction des grades 1, 2, 3. Et ce qu'il a été intéressant de constater dans ces modèles de grading, c'est que les tumeurs qui n'étaient pas gradées par le pathologiste, soit parce qu'il n'arrivait pas à les grader, soit parce que certains sous-types de sarcomes n'ont pas de grading connu par l'OMS, se sont regroupés pour nous plus proches des grades 2 que des grades 1 ou des grades 3. Par la suite, évidemment, une fois ces modèles de classification établis, le système prototype laboratoire a été transféré au sein du bloc chirurgical à la clinique vétérinaire référent en oncologie Oncovet qui est sur le campus Cité Scientifique à Villeneuve-d'Ascq. Et comme vous le voyez ici, alors pour les expériences, le système avait été équipé d'une fibre laser longue d'environ 2 mètres. Et puis le système a ensuite été confié aux chirurgiens, à la fois pour faire des analyses rapides sur le bench. Donc la chirurgienne retirait des tissus et nous les analysions en temps réel sur le bench. Soit ensuite la fibre laser a été confiée directement à la chirurgienne qui a fait des essais et on a suivi pendant ce temps-là les profils moléculaires de spectrométrie de masse pour vérifier d'une part la non-invasivité du système sur les patients canins et également la qualité des profils moléculaires recueillis dans un environnement réel. Également, une chose qui est intéressante, c'est qu'évidemment, si on développe ce système pour la chirurgie in vivo, nous sommes également intéressés à développer un système de diagnostic pour le pathologiste par lui-même au sein du laboratoire de pathologie. Et une chose qui est particulièrement intéressante, c'est que nous avons pu montrer récemment que le système SpiderMass peut être également utilisé pour l'analyse des tissus FFPE, c'est-à-dire les tissus qui sont fixés au formol et inclus en bloc de paraffine, qui est le processing conventionnel des tissus en milieu hospitalier pour les conservations longue durée. Et donc, ce qui a été intéressant de montrer, alors tout d'abord, on l'a réalisé sur des tissus modèles de cerveau de rat, avec des épaisseurs de tissus, donc des coupes histologiques d'épaisseur traditionnellement utilisées par les pathologistes. Il nous était possible d'obtenir des profils moléculaires à partir des tissus FFPE, mais ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on arrive à obtenir nos profils moléculaires sans avoir à réaliser aucune préparation d'échantillons sur les échantillons, à savoir qu'on analyse les tissus sans les déparaffiner ni les réhydrater. On a juste à faire les coupes, à les déposer sur les lames et les analyser. Éventuellement, pour booster un petit peu la sensibilité et la qualité des profils moléculaires, on réalise un spray pendant 30 secondes qui comprend un mélange de glycérol et d'isopropanol. Et du coup, la préparation se réduit à moins d'1 minute avant l'analyse et ensuite l'analyse est effectuée en temps réel. Ce qui nous avait été aussi intéressant de constater, c'est que grâce à ces analyses de tissus FFPE qui sont non processés, on est également capable de voir certains lipides de poids moléculaire élevé comme des gangliosides que l'on s'attend à retrouver dans des tissus comme du cerveau. On a ensuite effectué un test sur des tissus FFPE de cancer. Donc, on a eu une cohorte d'échantillons qui nous a été fournie par le centre Oscar Lambrel, encore sur des sarcomes, mais cette fois-ci des sarcomes humains. Et donc, vous avez ici l'évolution des profils moléculaires lorsqu'ils ne sont pas du tout traités ou lorsqu'ils sont sprayés pendant 30 secondes avec un spray de 20% glycérol isopropanol. Donc, il est intéressant de constater qu'on a des profils moléculaires très riches qui comprennent la plupart des lipides et métabolites attendus dans ces tissus et similaires à ceux observés dans des tissus frais congelés. Et que, évidemment, là aussi, la force de la spectrométrie de masse est de permettre de remonter à l'identification des composés des lipides qui composent ces profils moléculaires. On a fini par réaliser sur ces cohortes de sarcomes humains des modèles de classification. Donc, on s'est intéressé à classer les sarcomes soit en 2 modèles de classe, à savoir les sarcomes bénins et les sarcomes malins, soit à réaliser des modèles de classification entre différents sous-types
de sarcome, comme vous le voyez ici. Là encore, les classifications obtenues sont de très grande qualité. Et ensuite, ces modèles de classification, alors ici, en se basant sur les modèles de classification de classe Benamala, on peut ensuite interroger une biopsie en temps réel en aveugle, et en temps réel, le spectre qui est enregistré renvoyé vers le modèle et répond que dans ce cas-là, la biopsie analysée était une biopsie maligne. Et cette biopsie qui avait été analysée en aveugle, ensuite nous allons voir le pathologiste pour avoir son diagnostic à lui. Et donc on a retrouvé exactement le même diagnostic que celui fourni par le pathologiste, avec ces outils de diagnostic traditionnels, mais qui prennent plus de temps. L'idée enfin pour le système Spider-MAS, c'est non seulement d'avoir cette capacité diagnostique et d'être allé au bloc opératoire, mais c'est de se diriger aussi dans le futur vers un système complètement automatisé qui pourra par la suite également inclure donc de la robotique et du couplage avec de la réalité augmentée. Et donc, c'est de se diriger aussi vers la capacité à réaliser en automatique de l'imagerie in vivo et en temps réel avec un système de spectrométrie de masse. Donc, on a commencé à mettre en place une plateforme automatisée. La première plateforme automatisée qui a été développée l'est pour une plateforme plutôt 2D, de dimension, donc de l'imagerie de dimension in vivo chez des patients sur la peau pour des applications en dermatologie. Ce projet est réalisé en collaboration avec une entreprise du domaine pharmaceutique française basée dans le sud de la France. Donc ici, vous avez une analyse en mode automatique. Alors, je suis désolée, la vidéo est un petit peu saccadée, hein. Le système est plus fluide normalement. Et donc, vous pouvez ici analyser des petites zones sur l'avant-bras de patients. Ici, une zone d'environ à 2 cm². Et en automatique, vous allez pouvoir suivre l'enregistrement des profils lipidiques et métabolomiques pour ces patients. L'analyse au total durant par elle-même seulement 1 minute. Et donc, par la suite, il est également possible, et ça, c'est ce qui intéresse également notre collaborateur industriel, c'est de pouvoir appliquer des traitements et de pouvoir suivre les modifications des produits liées à ce traitement appliqué sur la peau, mais également les modifications des lipides et des métabolites de la peau des patients suite à l'application du traitement. Et donc, on voit ici, excusez-moi, vraiment j'ai un problème aujourd'hui avec l'ordinateur, que suite à l'imagerie d'une zone en automatique par le système Spider-MAS, il nous a été possible d'observer certains signaux spécifiques de la crème directement in vivo sur les avant-bras des patients, mais également de mettre en évidence des variations dans les contenus lipidiques et les contenus des produits de la crème en fonction des avant-bras des patients qui ont reçu ou pas un traitement avec le composé, en l'occurrence ici la Colcrème d'Ave. Finalement, la dernière partie, c'est l'automatisation du système. Pour ça, on est en train de coupler le système Spider-MAS à des systèmes de robotique, et notamment pour le moment à ce petit bras robotisé qui reste un système de robotique assez compact pour les essais en laboratoire. Donc, ce système de robotique, on y couple notre sonde laser. Vous retrouvez ici la pièce à main et la fibre optique. Il est également équipé d'une caméra et d'un sensor qui nous permet de mesurer les distances et de réaliser de l'imagerie topographique également. Et donc, voici les premiers essais de ce système robotisé, là encore sur un animal entier, une souris entière qui, juste après son sacrifice. Donc, on est capable dans un premier temps de réaliser l'imagerie topographique, donc la topographie de l'animal, et ensuite d'associer à cette mesure purement topographique des organes la mesure moléculaire qui va être associée aux cartes de topographie. Et donc, on voit ici notamment que, par exemple, ici, donc, sur ces souris qui sont encore des souris qui développent spontanément des tumeurs mammaires, on voit que l'on a des lipides qui se répartissent plutôt dans certaines zones de la glande mammaire, soit plutôt à l'intérieur, soit plutôt à l'extérieur. Et donc ici, on peut enregistrer des images moléculaires de 2 lipides différents qui sont remises sur les cartes de topographie réalisées. Et donc ici, vous avez un dernier exemple où on avait analysé la partie, le cerveau donc de la souris. Et là encore, ce qui était très intéressant, c'est qu'on peut réassocier la topographie à l'image moléculaire et retrouver des lipides particuliers associés à certaines zones du cerveau, que ce soit l'un des hémisphères ou l'autre, ou des régions plus particulières
comme le cérébellum. Et donc, l'idée pour nous à plus long terme, c'est d'avoir un système qui sera complètement autonome pour le bloc opératoire, équipé d'un système de spectrométrie de masse compact qui pourra être déplacé, transportable, qui pourra être déplacé d'un bloc à l'autre, et qui permettra au final d'analyser directement dans des situations de chirurgie des cancers chez les patients, si possible en chirurgie mini-invasive comme en célioscopie ou en laparoscopie, avec une résolution. Donc là, je vous ai montré des premières cartes d'imagerie moléculaire avec de la topographie. Et l'idée pour nous, c'est aussi d'améliorer la résolution de ces images qui, pour l'instant, restent encore un petit peu grossières pour pouvoir affiner la précision moléculaire. Avec tout ça, je voudrais terminer et remercier évidemment tous les gens qui ont participé à ces projets, que ce soit les scientifiques, les cliniciens pour la clinique humaine ou vétérinaire et les collègues de l'INRIA pour la partie robotique, évidemment tous les financements qui ont accompagné le projet Spider-Mas depuis sa création. Et puis, je vous remercie également pour votre attention. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup François-Xavier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, j'en aurais une, si tu veux bien, Isabelle. Mais tu as en partie répondu justement par la robotisation de la chose. Ouais. Quelle était la vitesse, entre guillemets, du scan qui était faisable par l'opérateur humain? Alors, la vitesse du scan, alors après, ça dépend comment on veut travailler en fait. Ça dépend si on veut faire juste des points d'analyse à des endroits précis. Ça dépend si on veut vraiment reconstruire de la donnée d'imagerie. Et ensuite, ça dépend de la précision qu'on veut avoir, de la résolution qu'on veut avoir si on fait de l'imagerie sur ces images également. Et ça peut aussi dépendre du nombre de tirs laser que l'on souhaite faire par point. Donc en fait, c'est un petit peu modulable. Mais notre idée, c'était de pouvoir avoir un système qui soit quand même suffisamment rapide. C'est-à-dire que si au final, on a besoin de 45 minutes pour faire des images et qu'on est aussi long que ce que fait le pathologiste en intra-opératif, ce n'est pas l'idée. Donc l'idée, c'est de pouvoir au moins avoir des images, même si elles sont faites à une résolution spatiale que de 500 microns, ce qui est déjà pas mal, hein, mais d'avoir un système qui permet de balayer les zones d'intérêt à des échelles de temps qui sont très rapides et qui sont à l'échelle de quelques minutes en fait. D'accord. Moi, entre le tir et puis le résultat, on a eu à moins d'une seconde. Oui, par contre, effectivement, comme le précise François-Xavier, le résultat en un point particulier analysé du tissu est obtenu en temps réel. C'est-à-dire que le retour en code couleur vers le chirurgien est obtenu en temps réel. Après, effectivement, la question, c'est quelle est la dimension de la zone totale que le chirurgien voudra scanner. Et au niveau de la sensibilité de la zone analysée, tu disais que le point laser, c'est 500 microns. On est sûr que si on balaye un petit peu plus à droite, on n'est pas pollué par le premier tir? Alors, si on balaye un peu plus à droite, non, si tu n'as pas de recouvrement des spots laser, non. D'accord. Si tu n'as pas de recouvrement, et après, il faut aussi caler ta vitesse de tir laser et d'analyse par rapport à la vitesse aussi à laquelle tu scannes, si tu veux. Effectivement, pour éviter qu'à un temps T, si tu veux, il faudra que le système automatique prenne en compte la durée que met entre le moment où tu as le tir laser, où tu émets les photos, et le moment où tu recueilles le profil et qu'il est traité. Il faudra évaluer combien exactement ce processus prend de temps pour que le déplacement soit synchronisé aussi sur ce temps-là et qu'effectivement, on évite d'avoir des recouvrements de profil d'un point à l'autre. Mais ça, c'est des choses qui sont relativement bien maîtrisées déjà sur les technologies d'imagerie par spectrum de masse actuellement utilisées. Moi, j'avais une petite question, si c'est possible. Concernant, donc c'est un super projet, le Spider-Mas. Après, j'étais surpris sur la première application que vous avez montrée. Je pense que
Oui. Vous parliez de refaire un apprentissage en fait à chaque endroit où serait installé le SpiderMass. J'avais l'impression qu'il y avait une première phase où le SpiderMass devait apprendre à faire sa classification au sein du centre. Et après, et du coup, je me demandais. Alors, il y a plusieurs problèmes à ça qui peuvent être une belle base d'apprentissage sans erreur dedans, justement. Et il semble une difficulté. Et Alors, ouais, je voulais voir si vous aviez fait des tests, pourquoi c'était pas généralisable ou car, ça peut il faut peut-être beaucoup d'échantillons pour que le système est totalement appris. Donc ça me paraît peut-être le petit hic. Alors, alors je me suis peut-être pas tout à fait parfaitement bien exprimé, c'était peut-être pas parfaitement clair. En fait, on va créer des banques d'apprentissage par pathologie. Par contre, une banque d'apprentissage réalisée sera déployable dans n'importe quel endroit, en fait. D'accord, très bien. Ouais, c'est ça que j'avais l'impression que ce que je voulais dire, c'est que, il y a forcément deux phases. Il y a forcément une phase d'apprentissage, mais l'idée, c'est que la phase d'apprentissage, on la fasse nous, ou enfin la société la fasse en amont dans ses laboratoires, sur des cohortes suffisantes. Et une fois qu'on a fait cette phase d'apprentissage, quand le système est déployé dans son environnement réel, elle réutilise les banques, on lui réimplante les banques d'apprentissage et elle les utilise. Et après, donc pour l'utilisateur, l'appareil est fourni avec sa banque, d'accord. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on aura des utilisateurs et qui nous feront des retours d'expérience, on peut quand même continuer à réaméliorer les modèles. On peut toujours continuer à réaméliorer les modèles au fur et à mesure qu'on collecte. Mais l'idée, c'est de fournir le système de base avec une banque qui atteigne le niveau de sensibilité et de spécificité qui soit suffisant. Mais éventuellement, on tirera profit des données qui continueront à être générées par les utilisateurs, notamment les premiers utilisateurs qui seront probablement des plateformes de démonstration, pour en profiter effectivement pour avoir un retour et réaméliorer quand même et voir si on peut toujours réaffiner les modèles en fait. D'accord, très bien. Vous avez peut-être une idée là-dessus? J'y connais rien, mais sur est-ce qu'il y a besoin pour l'utilisation de ces tissus pour l'amélioration de l'algorithme, du coup, des sortes de consentement du patient et des choses comme ça légales? Vous êtes sujet à ça? Alors, je vais peut-être laisser Fix s'exprimer au sujet parce qu'il a été en contact avec le service, la DRCI à l'hôpital, justement, pour échanger sur cette partie-là. C'est des questions compliquées qui n'ont pas vraiment réglé, en fait. En fait, donc, le CHU comme le COL dispose de bases de données, donc d'échantillons en fait, et donc on a évoqué avec eux la possibilité donc de leur confier la réalisation des bases de données. Donc en fait, eux, leur souhait, c'est que ce soit eux-mêmes qui réalisent donc les bases de données, donc en leur mettant à disposition donc un SpiderMass. Alors l'étude se fera, je dirais, de différentes il y aura un process qui sera premièrement une étude de faisabilité, donc voir si donc, au sein des banques, eh bien, on a suffisamment d'échantillons et il faut que ces échantillons aient été correctement, très particulièrement, très finement caractérisés par les ANAPAT. Ça, c'est l'étude de faisabilité. Deuxièmement, il y aura la constitution des banques et troisièmement, donc, eh bien, la validation de celle-ci, donc avec donc mise en concurrence d'un SpiderMass versus donc l'ANAPAT pour vérifier qu'on a bien les mêmes résultats. Mais on va travailler sur des banques de données préexistantes, si vous voulez. D'accord, d'accord. Et ça, donc, on espère pouvoir en faire un maximum donc, avec le CHU de Lille et donc le centre Oscar Lambret. Après, peut-être qu'il y aura sur certains types de cancers, on sera obligé donc de voir avec d'autres établissements. Et donc il y aura plusieurs. Oui, à chaque cancer correspondra une base de données. Également, donc, nous, ce qu'il va falloir prendre en compte, il y a deux aspects. Il y a certains cancers, en discutant avec les ANAPAT, on s'aperçoit que le diagnostic est, entre guillemets, évident. Dans d'autres cas, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, on voit bien sûr ce qui va intéresser les ANAPAT, ce sont les cancers les plus difficiles à diagnostiquer. En même temps, il faut que ces cancers soient d'une fréquence suffisante pour intéresser, je dirais, le plus grand nombre. Donc, il va falloir faire un double ranking, en fait, des cancers par ordre d'importance. Et d'un autre côté, donc, parmi ces cancers les plus importants, eh bien, ceux qui sont les plus difficiles à diagnostiquer. Et c'est par ces bases-là que l'on commencera, bien entendu.
Oui, c'est tout à fait ça. Il faudra les cancers les plus faciles, on trouvera des bases et ce sera évident de créer la classification. Oui, et puis même la technologie actuelle, on n'apportera pas grand-chose. S'ils y arrivent avec les moyens actuels, je dirais c'est moins primordial, si vous voulez. Il faut d'abord se concentrer sur ce qui est difficile à diagnostiquer, et qui en même temps soit d'un nombre suffisamment donc, de cas, quoi. Merci beaucoup. Après, la difficulté aujourd'hui, c'est que le nombre d'anapathes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, est en déclin. Par contre, les cancers sont en pleine explosion. Le recours aux anapathes est de plus en plus important avec des questions de plus en plus complexes. Donc, en fait, ils ont besoin de cet outil. En discutant avec eux, on s'aperçoit que c'est vraiment un réel besoin parce qu'ils se mettent en danger quelque part sur des extempos où, on l'a vu, ils ont très peu de temps pour travailler. Le chirurgien et l'équipe ainsi que le patient attendent au bloc et avec des taux d'erreur importants. Et donc ça c'est pas satisfaisant pour eux. Donc je pense que c'est quelque chose qui, s'ils ont la possibilité d'avoir un outil qui leur donne à la fois de la fiabilité et je dirais de la rapidité, on sent bien que le besoin est là. C'est pas un besoin qui est né au sein du laboratoire. Le laboratoire a trouvé la technologie pour répondre à une question, mais cette question, elle émane des chirurgiens, des anapathes. Je ne me rends pas du tout en doute. Il y a un réel besoin pour ça. C'est des questions sur lesquelles on travaille depuis longtemps. C'était juste, je voulais faire attention sur le fait que pour avoir une belle base d'apprentissage, il fallait peut-être parfois qu'il y ait deux anapathes qui voient le même échantillon ou des choses comme ça pour être vraiment sûr. C'était plutôt sur justement le temps d'anapathe qui est difficile à voir, qui est cher. C'est ce que je vous disais, c'est qu'il faut que ce soit des échantillons parfaitement caractérisés sur lesquels il n'y ait aucun doute. C'est là-dessus que repose le modèle, quoi. Ah ouais. Vous avez raison. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'allers-retours avec les anatomopathologistes. On prend notamment beaucoup de précautions lorsqu'on crée la banque de données et qu'on focalise le laser à un point, d'avoir l'exacte annotation de la zone qui a été analysée pour s'assurer, par exemple, que dans des tissus cancéreux qui sont plus hétérogènes, si on a plusieurs régions représentées au sein d'une même biopsie, des régions de nécrose, des régions de cancer, des régions où il y a encore des tissus sains, de savoir vraiment associer au point d'analyse la bonne classe, c'est-à-dire le bon diagnostic. Donc, on fait beaucoup d'allers-retours et quand on a des échantillons où on a des résultats un peu curieux, on fait aussi des allers-retours avec le pathologiste pour voir, voilà, si nous on a eu un problème, si eux, voilà, il y avait quelque chose, est-ce que l'échantillon n'était pas si bien caractérisé que ça, etc. C'est très intéressant. Merci. Juste, j'ai une petite question pour être certaine. L'utilisation, on va dire, en péropératoire, elle serait faite après résection par le chirurgien d'une zone cancéreuse pour vérifier ou avant, pour être sûr de savoir où est-ce qu'il doit couper c'est vraiment avant alors? Avant, oui. Et l'idée, c'est de lui permettre avant de savoir où il doit couper. Et l'idée aussi, c'est de se diriger vers un système qui sera capable de faire des marges. Ouais. Donc, on est aussi en train de travailler plus en recherche fondamentale sur des nouveaux algorithmes qui permettraient au chirurgien, au fur et à mesure qu'il va passer le laser sur une zone du tissu, d'avoir le pourcentage de cellules cancéreuses dans chaque pixel, on va dire, analysé. Oui, pour vraiment avoir des bonnes marges de résection et de tout éliminer en première chirurgie. Ouais, tout à fait. En fait, le titre de l'intervention était donc un outil de diagnostic in vivo, mais en fait, vous l'aurez compris, il y aura en réalité deux dispositifs. Un premier, parce que c'est pas nous qui allons changer le processus actuel. Hein. Le processus, on vous l'a décrit. Le chirurgien donc fait des biopsies, les transmet aux anapathes qui font le diagnostic. Ça, c'est pas nous qui allons le changer le process. Donc, dans un premier temps, on va fournir un outil aux anapathes, et donc on va travailler sur de l'ex vivo. Et dans un deuxième temps, et là ce sera la demande des utilisateurs qui se fera, eh bien, on pourra mettre à disposition des chirurgiens un dispositif, donc cette fois-ci in vivo. Donc il y aura potentiellement deux dispositifs. Puis même si on part pour la partie dermato que vous avez présentée, il y a tout un intérêt aussi diagnostic des mélanomes, les mélanomes, qui est quand même aussi quelque chose de gravissime une fois que c'est diagnostiqué. Donc ça peut être un outil diagnostique important pour les dermatologues. Alors
Le mélanome serait une indication vraiment intéressante. On a eu l'occasion d'échanger déjà un petit peu avec le professeur Mortier sur ce sujet au CHU. Alors après, on avait mis un petit peu les mélanomes de côté pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on n'a pas de capacité d'obtenir des tissus frais congelés pour les mélanomes, pour créer les banques et les modèles de classification. Parce qu'en fait, le pathologiste se sert de la profondeur d'interne pour son diagnostic, donc il ne peut pas se permettre de nous donner une partie de la biopsie. Et donc, en fait, pour pouvoir faire du mélanome, il faudrait pouvoir analyser les tissus directement sur les patients au moment où le chirurgien fait sa biopsie, enfin, où le clinicien fait sa biopsie. Et du coup, on ne pourra commencer un projet mélanome que quand on aura un système qui sera prêt pour être transféré au CHU, en fait, en clinique. Mais effectivement, l'indication du mélanome est super intéressante avec ce type de système. En effet, oui. Merci Isabelle. Avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, juste combien de temps vous vous donnez pour la première installation au CHU, du coup? On prévoit donc un dispositif qui serait marqué donc CEIVD. Donc il y aura deux dispositifs encore une fois, hein. Le premier à destination des anapathes, lui, sera CEIVD et on pense que courant 2023, il pourrait être sur le marché. Et le dispositif chirurgien est un DM de classe 1 et là il faudra attendre donc 2025 sur le marché européen. Très bien. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Par contre, on espère quand même pouvoir mettre un premier prototype, alors qui sera pas prototype commercial, dans le cadre d'un projet ICIT System qu'on a avec Guillaume Piessin. Du coup, on espère quand même pouvoir transférer un prototype de recherche. D'abord en anapathe pour comparer en intraopératif nos résultats par rapport à ceux de l'anapathe sur le bench chez eux dans leur labo. Et ensuite de pouvoir faire quelques runs de tests en bloc chirurgie gastrique. Pour 2021 alors alors ouais, normalement, on avait écrit dans l'ICIT qu'on le fera en 2021. C'était un projet de 3 ans, mais du coup, on a pris un peu de retard avec les histoires Covid, et du coup, ce sera peut-être un peu décalé. Mais enfin, c'était écrit on va dire dans la dernière année du projet ICIT. Donc oui, ça devrait arriver bientôt quand même. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais remercier tous nos participants, nos speakers du jour. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez obtenir le replay de ce webinaire, contactez-moi également. Et je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.